Bonjour et bienvenue dans les podcasts d'Aujourd'hui la vie. Pour une vie plus sereine, plus épanouie, pleine de sens et adaptée à qui nous sommes profondément. Je suis Anne-France Courvoisier, exploratrice dans l'âme et depuis 10 ans thérapeute. Je vous partage ici mes réflexions et des clés pour plus d'épanouissement et de conscience dans nos vies. J'ai le grand plaisir d'accueillir ici Aisha Siebers, instructrice du Healing Tao System, certifiée par Maître Mantak Chia. Aisha est née aux États-Unis, puis elle a été initiée toute jeune aux méthodes traditionnelles de méditation, au travail corporel de guérison, mais aussi à la danse, au Japon, en Inde et en Europe. Et depuis 30 ans, elle pratique, enseigne et poursuit un travail d'unification de l'esprit et du corps. J'ai rencontré Aisha l'été dernier lors d'une retraite de femmes organisée dans le cadre de son école, l'école du Tao de la Vitalité. Vous allez entendre dans ce podcast Aisha parler de sa pratique matinale au réveil, de l'art de l'alchimie interne du Tao, de la géométrie sacrée du corps selon le Tao, toute la science en lien avec les éléments, comme comment se nourrir suivant les saisons, les principaux blocages que l'on peut lever pour trouver une cohérence en soi dans l'instant présent et acquérir de la vitalité, qui est le moteur de la vie. Ne manquez pas à la fin de ce podcast la pratique proposée par Aisha. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner sous la vidéo. Bonjour Aisha. Bonjour Anne, merci beaucoup pour ton accueil. Tu es fondatrice de l'école du Tao de la Vitalité, instructrice senior de Mantak Chia, c'est pas rien, et auteur aussi. Alors, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui le thème de la vitalité, parce que c'est très important, il me semble, de préserver et de nourrir son énergie de vie. Et je voudrais commencer direct dans le sujet et te poser la question, qu'est-ce que tu fais, toi, tous les jours pour maintenir ta vitalité, pour maintenir ta santé? Voilà, donc tout de suite, oui, comme ça, des outils. Tous les jours, je prends beaucoup de temps quand même déjà avant de me lever le matin. Donc je mets le réveil un petit peu plus tôt souvent, pour prendre un temps juste pour accueillir le sourire intérieur à l'intérieur de moi. Donc de prendre le temps de me réveiller, poser, tu vois, je chauffe mes mains, je suis encore bien détendue, donc je pose une main sur le cœur, une main sur le ventre, je respire entre mes mains et je me reconnecte. Ah ok, d'accord, là je suis plus en train de rêver, je reviens tranquillement dans mon corps et je prends un temps pour vraiment me connecter à mon corps, à ma respiration, à mon énergie et que mon cœur soit ouverte avant que je me lève déjà. Première chose à faire. Oui, et le sourire intérieur, ça fait partie vraiment des pratiques du Tao et notamment, je crois, associé au son guérisseur. Tout à fait. Il y a des sons vibratoires aussi qu'on peut utiliser, comme le son du cœur, le HA, des sons pour chacune de nos organes, en fait, dans laquelle on peut vibrer pour éveiller leur énergie et nettoyer les émotions, ramener plus d'équilibre, en fait, au niveau déjà physique, émotionnel dans notre corps. Et alors ça te fait quoi donc de faire cette pratique matinale? Comment ça porte une empreinte dans ta journée? Et si tu le fais pas, si ça t'arrive, qu'est-ce que ça fait? Oui, on voit tout de suite la différence, les jours avec, les jours sans. Si je prends pas le temps, forcément, je suis un petit peu à côté de la plaque. Je m'énerve plus facilement. Je suis j'ai pas ma vitalité en fait. On sent bien la différence quand on prend le temps de se relier vraiment à sa source. C'est comme si on est porté, même face à des difficultés, des obstacles la journée, on peut passer à travers sereinement et avec la joie, quoi. Alors que si on fait pas ces pratiques, on va se sentir accablé. C'est facile de tomber dans un schéma de stress. Alors que le stress, c'est quelque chose qui tient à nous. À quel point on a pris le temps de déjà recharger nos propres batteries avant de faire face à la journée. Donc ça, c'est vraiment le matin, tu fais ça le matin. Est-ce que c'est vraiment important de le faire quand tu ouvres tes paupières, c'est-à-dire les premières secondes, les premières minutes?
Est-ce que c'est important de le faire à ce moment-là ou pas tant que ça? Moi, je le fais même avant d'ouvrir mes paupières. Oui, c'est vraiment ce qui est le moment clé à saisir, c'est juste ce moment où on commence à passer de l'état de rêve, enfin l'état de sommeil, à l'état de veille. Il y a une fenêtre très spécifique qu'on peut s'entraîner en fait à voyager un petit peu dedans. On est dans un entre-deux, et c'est pendant qu'on est dans cet entre-deux qu'on amène la conscience dans l'inconscient. C'est vraiment le moment où le conscient et l'inconscient font un pont entre eux. Et donc c'est aussi une zone très intéressante qu'on va utiliser aussi même en fin de journée pour méditer sur tout ce qui s'est passé dans la journée, nettoyer tous les enregistrements, les mémoires qu'on a pu avoir dans la journée inconsciemment, de mettre de la conscience dessus pour pouvoir mieux équilibrer tout ça. Mais déjà le matin, c'est un petit peu la même chose parce qu'on a fait plein de rêves, il y a plein de choses, l'inconscient on va dire, il a pris le dessus pendant la nuit, et donc même avant d'ouvrir les paupières, c'est progressivement de sentir vraiment, tu vois, un peu comme la lumière qui rentre, comme le lever du soleil, ça, c'est une lueur, donc c'est comme si une lueur de la conscience qui commence à dire ah oui, donc je suis bien dans mon lit maintenant, ok, je suis, et vous habitez en fait pleinement l'instant présent. Et donc je couple tout de suite cet instant présent avec où est-ce que je suis dans mon cœur, est-ce que je suis dans mon ventre, tu vois, je me ramène tranquillement, agréablement dans mon corps. Ça, c'est très important, longtemps même avant d'ouvrir les paupières. Et je reste un bon moment à l'intérieur de mon corps avant d'ouvrir les paupières et avant de me mettre à l'extérieur de mon corps. Plusieurs minutes. Le temps que ça demande, des fois, si on n'a pas beaucoup de temps, même 1 minute, ça suffit. Si on a plus de temps, 5 minutes, 10 minutes, ça peut même être une demi-heure, 1 heure, ça dépend les week-ends, si on a plus de temps. On reste 1 heure. C'est vraiment une forme de méditation très puissante, en fait, qui nous reconnecte à notre intériorité avant de nous mettre dans une mode, on va dire, plus externe. Et donc, ça permet de renforcer notre énergie interne. Et notre noyau, on en parle toujours dans le Tao, le Dantian, notre noyau de quintessence, c'est qui on est vraiment, notre soi. Et on passe du temps, en fait, avec cette partie de soi, qui est le noyau. Et donc, ça permet de vraiment recharger beaucoup les énergies. Merci Aïcha. Donc, c'est comme une hygiène de vie, en fin de compte. Et ça rejoint l'approche préventive et non pas curative qu'on connaît en Occident, du Tao, de la médecine chinoise. Tout à fait, oui. Donc c'est cet art ancestral en fait, parce que le Tao, ça veut dire le cheminement du vivant quelque part. Donc comment est-ce que et ça date depuis les temps ancestrales, pré-chamaniques, parce que les peuples anciens, même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ils ont conçu l'importance de s'harmoniser déjà entre soi et son environnement avec les forces de la nature. Et que plus on prend soin de sa propre force interne, mieux on va pouvoir faire face à la vie, à tout ce qu'il y a à traverser à chaque instant. C'est pour ça qu'on retrouve dans le Tao cette reliance au grand tout, avec les éléments, les 5 éléments, les saisons, la terre, le ciel, le cosmos. Oui, les océans, comme là où tu habites, c'est magnifique. Donc cet élément, tous les éléments de la nature, ils vibrent en nous. En fait, notre corps est fait de la même matière première que les éléments de la nature, les éléments cosmiques. On a tout en nous. Et donc, le plus on passe du temps, en fait, à concrètement ressentir le champ vital, en fait, qui émane de cette énergie, interne, mieux déjà on se recharge nos propres biobatteries, nos batteries vivantes, et mieux on se met en phase avec les forces autour de nous, donc on se nourrit avec les forces autour de nous, donc qui amènent une énergie surplus, pas que notre énergie personnelle, mais aussi notre énergie transpersonnelle, et ça s'entremêle. Donc on parle dans le Tao de alchimie interne, et donc c'est vraiment cette alchimie entre notre énergie personnelle interne, nos organes, tout avec laquelle on est faite, qui est mortelle. Il y a un moment donné, ça va passer à autre chose. Et les énergies, on va dire, éternelles des forces de la nature, les forces du cosmos, qui, eux aussi, logiquement, ils ont un fin, mais beaucoup, beaucoup plus tard que nous, en tout cas. Donc, on peut dire presque que c'est des énergies inépuisables, et que si on se connecte avec ces énergies, on rajoute de la force interne, on rajoute de la vitalité, en fait, à nos propres cellules. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a oublié en Occident. Et donc, c'est très, très précieux
de renouer avec cette sagesse ancestrale. Le Tao, ça a quoi, 2500 ans ou peut-être un peu moins? Beaucoup plus en fait, parce que ça date de l'époque même avant qu'il y a l'écriture. Donc c'est des peuples en fait qui vivaient. Il y a des traces, des signes qui ont été gravés dans les coquilles de tortue par exemple. C'est le précurseur de l'écriture chinoise, des caractères, qui dénotait déjà le premier pakwa, c'est le premier symbole qu'on utilise dans le Tao, qui date de 10 000, 8 000 avant notre ère. Donc voilà. Et le pakwa, c'était notre première boussole, notre première horloge pour mesurer le temps et l'espace dans les 8 directions. Et donc dans les 8 moments aussi de la journée, et donc de l'année, des saisons, et le calendrier lunaire et solaire, qui était tout imbriqué dans cette coquille de tortue qui ont été inscrites. Voilà, donc ça fait très très longtemps en fait que le Tao existe. Après, oui, 2500 ans, il y a eu les premiers textes de l'empereur jaune qui a pu synthétiser et développer cette savoir sur un plan plus technologique, appliqué à les différents piliers des arts du Tao, comme l'astrologie telle qu'on le connaît. C'est une astrologie qui est vraiment basée sur la mathématique, la numérologie, qui va ensemble avec le feng shui. Je ne sais pas si vous connaissez le feng shui. Tout le monde, c'est assez popularisé maintenant en Occident. L'art de mesurer l'espace et le temps, pour sentir quelle est la bonne direction, quelle est la bonne façon de s'harmoniser avec sa maison, son environnement. Mais il y a le feng shui aussi intérieur. Donc le Tao originel, c'était vraiment le feng shui intérieur en fait. Son propre nord, mais c'est nos propres reins. Notre sud, c'est notre cœur, etc. Donc chaque direction correspond à un organe intérieur, et donc aussi une animale gardienne, une qualité psychique, des qualités énergétiques, des couleurs, des planètes, des constellations. Donc il y a toute une géométrie sacrée en fait qu'on a à l'intérieur de nous, dessinée par la connaissance ancestrale taoïste. Et donc qui va très loin en fait, et donc qui permet de développer son cosmos intérieur en quelque sorte, pour structurer en fait notre énergie, notre corps physique avec le corps subtil, afin de mieux vivre en phase avec les forces autour de nous. Donc voilà, donc là je parlais des différents piliers comme le feng shui, l'astrologie, mais après ça va donc jusqu'à la médecine chinoise évidemment, qui comprend tout ce qui est l'acupuncture, les massages et la pharmacopée, la connaissance des plantes qui est énorme. Il y a aussi l'alimentation selon les principes taoïstes qui va très très loin aussi, avec tout l'équilibre entre les aliments réchauffants, les aliments qui apaisent, qui rafraîchissent. Suivant les saisons. Suivant les saisons, donc là, comme on est en hiver par exemple, on va rafraîchir parce qu'on va profiter du fait qu'on est dans un rafraîchissement. Qu'est-ce que ça fait le rafraîchissement dans nos corps? Ça ralentit. Donc on va profiter de ce ralentissement, de ce voyage plus vers les profondeurs, comme une hibernation au niveau de nos liquides corporels, comme l'océan aussi, que là, tout se calme, tout se pose, tout rentre en état de sommeil. Et donc on va manger des choses plus salées. On va manger plus des fruits de mer, des choses qui sortent de la mer pour nourrir nos reins. C'est les organes en lien avec cette saison. Et donc voilà, il y a plein de choses aussi à faire. On peut faire un petit topo encore là-dessus, mais c'est juste pour dire que pendant une certaine saison, ou en revanche en été quand il fait chaud, on va préconiser plutôt des choses qui éveillent la joie du cœur, qui restimulent la circulation sanguine. Voilà. Mais en même temps, on va amener de l'équilibre. Parce qu'en hiver, forcément, si on se laisse trop refroidir, il faut se réchauffer. Donc on amène du yang dans le yin, en quelque sorte. On amène de la chaleur dans la fraîcheur. Et donc avec l'alimentation, avec les pratiques, donc aussi, on peut faire beaucoup de choses de cet ordre. Donc les autres piliers du Tao, juste pour dire, donc il y a la médecine, il y a les arts martiaux aussi, qui font partie des piliers du Tao. Tous les arts de défense, les arts de la stratégie militaire, toute la connaissance, l'art de la guerre. Il y a les livres, des textes très très sophistiqués là-dessus. Donc tout ça, on va dire, aborde la vie de survie, on va dire, l'alimentation, la guerre, où est-ce qu'on se situe dans son espace. Mais après, le cœur du Tao, les pratiques les plus au centre de la philosophie pragmatique de ce que c'est le Tao, c'est le Neigong. C'est vraiment ce travail, cette alchimie intérieure que chacun peut faire en soi, pour soi. Magnifique.
Du coup, l'alchimie interne du Tao, qui est le cœur du Tao, si j'ai bien compris, comment tu la situes par rapport à d'autres systèmes d'alchimie interne? Tu as peut-être une idée ou peut-être pas, je ne sais pas, là-dessus, comme l'alchimie interne égyptienne ou le tantra. Comment ça se situe? Voilà, à la base, bon, l'alchimie, c'est universel, hein, quelque part. Enfin, le principe d'alchimie, c'est que on rassemble les ingrédients dans un chaudron ou voilà, un contenant. On amène un petit peu du feu pour cuire les ingrédients, pour pouvoir tranquillement les transmuter dans un autre ingrédient. Hein, donc, il y a vraiment une notion de cuisson, de fusion et de raffinement. Quand on parle d'alchimie, on parle vraiment de la transformation, voire transmutation. Du plomb en or. Voilà, il y a cette notion, oui, transformer le plomb en or. Exactement. Et oui. Et donc, plus on a du plomb, plus on a de l'or. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Et donc, dans le Tao, on est très heureux de rassembler. Voilà, notre plomb, c'est quoi c'est tout ce qui nous accable au niveau de l'inconscient, les conditionnements, tout ce qui pèse lourde dans notre histoire personnelle, familiale, la généalogie, et puis notre part d'ombre, on va dire. Donc, c'est tout l'art de mettre de la lumière dans notre part d'ombre. Mettre du feu dans notre eau, en quelque sorte, pour éclairer et de faire surgir la matière première, en fait, de cette part d'ombre, pour que, petit à petit, cette matière première, elle se met au contact de la lumière pure, de l'amour pur, inconditionnel, universel. Le feu alchimique, c'est ça. Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir transmuter les blessures, les mémoires, dans quelque chose de plus en plus conscient, de plus en plus autonome, de plus en plus consolidé, unifié, pour que notre être se soigne et se réalise pleinement avec toutes ses parties, toutes ses facettes réunifiées. Oui, et bien du coup, c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui se sentent accablées par le poids, la vie. Il y a toujours quelque chose de possible, et le possible, là, ça passe vraiment par la transmutation. Donc, à partir de notre poids, on peut vraiment accéder à la lumière, à la légèreté, aussi par le travail de conscience. Ok, alors justement, tu animes beaucoup de programmes, de stages depuis des années. Tu as expérimenté énormément de choses, tu as accompagné beaucoup de gens. Qu'est-ce que tu observes qui bloque le plus au niveau de l'énergie de vie bloquée? Quels sont les principaux blocages? Est-ce que c'est en lien avec pensée, émotion, ressenti physique, le lien entre les trois, c'est-à-dire les pensées négatives, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais dire sur les blocages pour qu'on puisse bien les identifier et du coup améliorer notre chemin? Tout à fait. Et oui, dans mon observation, les blocages, ça vient par deux bouts. Il y a le côté qui démarre dans les pensées. Donc, il suffit d'avoir les pensées un petit peu détraquées, pas très alignées. Et donc, ça va avoir un effet sur tout le corps et surtout notre état d'être et donc tout le vécu émotionnel. C'est l'importance d'apprendre petit à petit à maîtriser son mental. Ça c'est sûr. Donc, mais il n'y a pas que. Donc il y a aussi le corps, parce que les deux vont ensemble. Donc si la tête va mal, c'est que aussi il faut chercher dans le corps. Que si le corps déjà va mal, qu'il est oublié ou occulté ou ignoré, il va forcément commencer à râler de son côté. Donc quand on commence à prendre soin aussi de son corps et de combiner l'intelligence de notre corps avec l'intelligence de notre esprit. Donc, une fois de plus, c'est vraiment une alchimie qu'on peut opérer. Le corps, il va aller mieux et l'esprit va aller mieux, automatiquement. Donc, les blocages, souvent, c'est parce que soit on est trop statique dans nos journées, on ne bouge pas comme le corps aurait besoin. À la base, c'est ça. Le corps, il a envie de bouger de certaines façons. Il y a des mouvements naturels qu'il a envie de faire. Et surtout la respiration qui a envie de se déployer, mais pour X raisons, on ne laisse pas faire, parce qu'on est mentalement trop préoccupé, il faut aller par-ci, il ne faut pas aller par-là, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Voilà, on se donne plein de contraintes
à notre corps, ou sinon on fait du sport à outrance ou des trucs à outrance où on force le corps à faire des choses qui, lui, il n'a rien demandé. Voilà, donc ça va les deux extrêmes, hein. Donc ça crée autant de blocages aussi de faire des choses qui ne sont pas l'écoute du véritable besoin de notre corps. C'est ça, c'est vraiment une manque d'écoute dans les deux cas. Tout à fait. Et de ne pas écouter non plus son état d'âme, sa dimension émotionnelle, le psychisme et puis l'esprit aussi, l'état de nos pensées, nos intuitions. Que quand on écoute vraiment nos intuitions, en général, il nous induit juste là où que c'est bon pour nous. Alors quand on ne les écoute pas, forcément, on tombe dans le mal-être. Voilà, donc c'est vraiment par les deux biais, je dirais. Surtout, la vitalité, c'est quoi ? C'est vraiment qu'on arrive à réunifier, en fait, cet aspect, cette écoute profonde là, du corps et de l'esprit, que, ça y est, ils se parlent entre eux, et qu'il y a une étincelle de conscience. Et c'est ça, la vitalité, c'est ça, être pleinement dans son assiette. Et ça passe par la conscientisation du corps, c'est-à-dire je ressens que je ressens. Est-ce que c'est ça ? Oui, c'est conscientiser que notre corps a là une intelligence à lui-même, à part entière. Ça aussi, les gens ne se rendent pas compte à quel point notre corps est là une intelligence. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, parce que c'est très très loin de notre éducation en Occident. Mais à force de... Voilà, donc la première porte, c'est éveiller les sensations corporelles, la sensorialité. Deuxième étape, c'est les ressentis. Et donc petit à petit, quand on commence à descendre, on commence à rentrer en contact avec le langage de notre corps, qui est vraiment un langage très primaire, très végétal presque, enfin organique. Et c'est merveilleux, parce que ça ne ment pas. C'est vraiment brut de découvrage. Et on sait tout de suite si on est dedans ou si on n'est pas dedans. Voilà. Le corps, c'est simple, c'est direct, alors que la tête, c'est toujours compliqué. On fait des circonvolutions, des boucles et des reboucles, alors que le corps, c'est droit, direct, l'autoroute. Tout à fait. On peut complètement lui faire confiance pour nous guider vers notre vérité, en fait, intérieure. Et donc, à partir du moment qu'on le fait en conscience, c'est ça, que c'est pas juste un truc qu'on fait automatiquement, ou non plus se laisser totalement happer dedans non plus. Enfin, c'est une juste milieu toujours à trouver, oui, cette fameuse équilibre entre le yin et le yang. Notre corps étant... oui, on est de l'énergie pure, de toute façon. Et donc, l'énergie, c'est le véhicule de l'information qui nous fabrique. Donc, le corps, c'est l'état de cette énergie sur le plan dense, et notre esprit, c'est la même énergie, mais dans son état plus éthéré, on va dire. Donc, c'est comment est-ce qu'on va rééquilibrer ces deux fréquences vibratoires entre le yin de notre corps, le yang de notre esprit. C'est une façon de le symboliser, mais on va dire juste l'énergie dense du corps, l'énergie subtile de l'esprit, et comment est-ce qu'on va réunifier ces deux pôles vibratoires pour qu'il y ait vraiment une information cohérente qui surgisse, qui est notre vitalité. La cohérence, ouais. Et donc, ça, c'est possible, il me semble, en revenant à l'instant présent. La présence à soi dans l'instant présent. Tout à fait, et oui. Donc, c'est savoir ralentir suffisamment dans chaque geste, dans chaque moment, pour dire qu'est-ce que je suis en train de sentir vraiment ? Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Quelle intuition je suis en train de recevoir en ce moment ? Et petit à petit, de rassembler dans le chaudron de notre soi intérieur toutes ces informations-là, des parts viscérales et autant les parts subtiles. Et donc, on les met tous ensemble et on les écoute dans un ensemble. Et petit à petit, ça fait son petite alchimie. On commence à avoir des réponses. On commence à avoir une capacité de se dire « Waouh, ah oui, de vivre dans l'instant présent, c'est hyper riche. Il se passe plein de choses, en fait. » Et donc, on a envie d'y rester. Parce que, waouh, ah oui, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Ah ouais. Et petit à petit, quand on laisse faire, on passe le temps, on attend vraiment patiemment que toutes ces parts, toutes ces informations, ils ont le temps de décanter pleinement ensemble, on aura quelque chose de beaucoup plus cohérent qui surgisse depuis l'intérieur de nous-mêmes. De plus cohérent, de plus vrai que ce qu'on peut projeter quand on n'est pas en contact avec son corps, avec son cœur,
avec son esprit que de projeter sur le futur le réchauffé du passé. C'est-à-dire, voilà, quand on est vraiment dans la tête, il y a cette projection qui ne correspond jamais à la réalité. Je pense toujours à cette phrase de John Lennon qui a dit en substance « La vie, c'est tout ce que vous n'avez pas prévu ». Ben... oui, voilà, quand on est dans la tête, et on l'est tous naturellement en Occident, je dis naturellement parce que c'est notre conditionnement. Néanmoins, c'est possible et vraiment souhaitable de revenir dans l'instant présent et d'accueillir toute cette richesse-là dans son chaudron, pour reprendre les termes du Tao. Alors justement, je voulais te poser la question, des questions un petit peu sur le chaudron, contact avec le chaudron que j'ai pu pratiquer, notamment lors d'une retraite d'été avec toi l'été dernier. Est-ce que tu peux parler un petit peu du chaudron, donc coccyx sacrum, ischion, pubis, ischion, voilà, toute cette zone-là pour les femmes qui contient la zone utérine avec ce centre de création, là, l'utérus de création des bébés, mais aussi à un niveau plus subtil de toute notre créativité. Oui, ce chaudron sacré, ce chaudron magique, c'est le chaudron alchimique dont on parle. Donc tout à fait, c'est autant pour les femmes, pour les hommes, bien sûr, parce que là, tel que tu l'as décrit, on est vraiment dans ce qu'on appelle le petit chaudron, qui est vraiment le siège de nos organes créatrices, géniteurs. Mais aussi, il y a le plus grand chaudron qui comprend tout le bassin, plus en plus le bas du dos, toute la sphère lombaire, la sphère abdominale, qu'on va appeler plutôt le dantian global, donc qui est on va dire le siège de notre vitalité. Donc il y a le siège de l'énergie sexuelle qui est vraiment contenu dans le petit chaudron, vraiment entre le pubis coccyx, les deux ischions, cette zone très proche de notre chakra racine, on va dire, tout ce qui nous relie à la terre, tout ce qui nous relie à nos origines, et donc l'énergie sexuelle, l'énergie de vie qu'il nous a créée et avec laquelle on crée aussi par la suite. Et donc c'est un peu notre énergie la plus primaire, qui peut ensuite se transmuter au fur et à mesure. Il va voyager à travers le coccyx, le sacrum, les lombaires, rejoindre toute la zone plus abdominale, où ça va venir se transmuter dans une énergie plus vitale, une énergie plus utilisable par tous nos organes, par toutes nos cellules. Et ensuite, donc avec les pratiques internes qu'on fait dans le Tao, l'orbite microcosmique par exemple, il va monter par la colonne vertébrale, rejoindre les sphères supérieures au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du cerveau, et puis même donc dans le corps subtil, bien au-delà du corps physique, pour nourrir les centres d'énergie, nourrir les glandes, les organes sur le chemin. Donc ce chaudron, c'est à la fois... il y a plusieurs chaudrons en fait. On peut dire que même tout notre corps entier, c'est un chaudron. Parce qu'il contient les ingrédients premiers, donc nos liquides organiques, notre eau, notre feu cellulaire, le feu, combustible, et puis notre part matérielle, comme on dit, l'intelligence corporelle, nos ressentis, les sens corporels, et en même temps nos émotions, nos pensées, toute la partie immatérielle de nous-mêmes. Donc là aussi, tout est contenu dans le chaudron de notre corps entier. Donc après, oui, on parle du chaudron, du dantian, qui se situe juste sous le nombril. C'est le chaudron du milieu, on peut dire, du centre, entre le nombril, plexus solaire, toute cette zone-là, qui va recevoir en fait l'énergie depuis le petit chaudron en bas, notre chaudron sexuel, et recevoir également l'énergie depuis les chaudrons des centres supérieurs, et puis permet de recentrer en fait le chaudron corporel global dans une zone en lien avec le cordon ombilique. C'est le début de notre incarnation sur Terre, donc le nombril étant le premier chakra, on va dire, le plus important quelque part au niveau de notre... ce pour laquelle on est venu sur Terre, notre mission de vie, on va dire. Et donc on va se recentrer toujours dans ce chaudron-là, en fait, comme le chaudron principal de l'alchimie, pour regrouper, rassembler les différents ingrédients, les différents aspects de nous-mêmes, et les différentes qualités d'énergie, que ce soit très brute ou très fine, dans cette zone-là. Et ça permet quoi? Puisqu'on le retrouve aussi dans les arts martiaux, c'est-à-dire être dans son dantian, là, 4 doigts en dessous le nombril, je crois.
En tout cas, moi, quand j'y suis, je me sens vraiment dans mon centre et je me sens pas, comment dire, débordable émotionnellement parce que je suis vraiment dans mon centre quand je suis dans cet endroit. Est-ce que c'est le principal bénéfice ou il y en a d'autres dans l'instant? Oui, bah déjà, c'est une excellente support, on va dire, de soutien pour la vie quotidienne. C'est tout à fait ça, parce que quand on est bien dans cet espace-là, euh, on est beaucoup plus recentré, beaucoup plus solide et plus reconnecté à tous les aspects de soi-même, mais unifié en un. Donc, on est moins déstabilisable, moins perturbable, et on est dans son assiette. Donc ça fait quand même beaucoup de bien pour déjà mieux mener toutes les épreuves de la vie, le quotidien. Et puis, donc, en plus de ça, bien sûr, on peut, dans les pratiques taoïstes d'alchimie interne, pour aller plus loin, donc au-delà du quotidien, donc c'est très chouette aussi. Mais il y a aussi, ce chaudron sert à cultiver notre énergie de vie pour plus tard, pour les moments où on a envie de quitter notre corps physique. On fait nos voyages astrales régulièrement dans les pratiques internes pour nous préparer à la grande transition de la mort. Et donc, cette siège du Dantian, enfin ce centre vital, va nous aider en fait à nous préparer à cette transition en pleine conscience. Parce qu'on va s'entraîner à cultiver de l'énergie, circuler cette énergie dans le corps physique et puis au-delà, dans les différentes couches de nos corps subtils. Ida Pingala. Dans les vocabulaires sanscrits, effectivement, c'est Ida Pingala. Donc, c'est le contrepartie, parce que le yoga ancestral indien, c'est très proche du yoga taoïste. Les deux sont nés autour de l'Himalaya. Enfin, il y a vraiment beaucoup de liens. C'est juste les termes sont un petit peu différents. Il y a le kan li en chinois, l'eau et le feu. On va appeler les mêmes canaux de cette façon. Parce qu'il y a vraiment un canal plus féminin, on va dire, plus dans la réceptivité, et un canal plus masculin, plus dans la luminosité, l'activité. Donc c'est la même polarité qu'on va trouver à l'intérieur de soi dans les deux canaux qui font partie de notre canal central, qui se relie entre le périnée et la pointe couronne de la tête, et qui passe par ce fameux centre, le Dantian, tout au milieu, et qui permet de rassembler justement nos aspects féminins et masculins, donc dans le couple intérieur. Et donc, à force de cultiver ce rassemblement dans notre chaudron du Dantian, et puis de bien réunifier notre canal central, on se prépare pour le moment où on désincorpore, mais on maintient notre énergie. Double bénéfice dans l'instant présent et dans notre futur pour cette grande initiation quand on va quitter notre corps. Voilà. Je voulais faire un pont avec ton histoire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qu'est-ce qui fait dans ton histoire que tu as créé cette école, que ça t'a amené sur le Tao? Voilà. Est-ce que tu as rencontré des problématiques? Souvent, les obstacles, c'est ce qui nous mène aussi là où on est appelé à aller. Donc, et qui t'a amené donc à créer cette école du Tao de la vitalité. Oui, c'est un long parcours. Il faut dire. Donc, j'ai grandi en fait au Japon quand j'étais petite. Donc, j'étais déjà depuis tout petit, on va dire, sensibilisée à une vision de la spiritualité. On vivait dans des temples bouddhistes. En fait, avec mes parents, mon père était dans la photographie, ma mère était écrivain, journaliste. Donc, on voyageait par rapport à leur travail. Et donc, on a eu la chance d'être vraiment initiés dans les années 70 à la vie, on va dire, très traditionnelle au Japon, déjà, même si je suis née aux États-Unis, mais quand j'avais 3 mois, on est parti. Et donc, je suis revenue aux États-Unis à l'âge de 8 ans à peu près. Et après, j'ai passé aussi beaucoup de temps en Inde, parce que mes voisines, mes meilleures copines étaient indiennes. Et donc, elles m'ont complètement adoptée chez elles. Et puis, je me suis mis à étudier aussi toute la qualité, la spiritualité védique en hindou, indienne. Et donc, j'ai appris aussi la danse. Donc, depuis toute petite, j'étais dans la danse, dans les arts martiaux, dans les pratiques énergétiques et dans la méditation. Il faut dire que ça m'a appelée déjà tout de suite, dès le départ. Tu es tombée dans le chaudron.
C'est le cas de le dire, oui, tout à fait. Donc j'ai eu cette chance d'avoir cette sensibilité, cette sensibilisation, on va dire, grâce à mon environnement, les rencontres. Mais bon, en même temps, à l'intérieur, je vivais une grande souffrance aussi. Parce que je voyais bien on va dire, le décalage entre ce monde d'ouverture spirituelle et la réalité dans laquelle je devais vivre au quotidien, avec toute la souffrance émotionnelle, la violence, les malheurs qui étaient directement autour de moi. Donc il y a un tel décalage, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi il y a autant d'écart entre ces dimensions de notre vie humaine. Donc j'ai posé ces questions très tôt, quoi. Et après, quand j'ai rencontré en 1998, c'était la pratique du Tao, grâce à la rencontre de maître Mantak Chia, qui a son école en Thaïlande, le Tao Garden, que je souhaite à tous d'ailleurs d'y aller un jour, parce que c'est un endroit magnifique. Et tu y vas d'ailleurs prochainement pour animer un stage. Tout à fait, j'y vais tous les hivers, oui, pour animer des stages sur le sacré féminin, effectivement, à Tao Garden. Et donc, quand j'ai découvert lui, son enseignement, ce lieu, mais ça m'a complètement changé la vie. J'ai dit, enfin une voix qui me parle vraiment de comment je peux intégrer la spiritualité dans mon incarnation pour littéralement transmuter les souffrances en énergie de plus en plus consciente et autonome et centrée, en fait. Il proposait des vrais outils concrets, pas juste des idées, des machins, des théories et des trucs que tu dis une chose et tu fais une autre, tout ça. Non, là, on est dans du concret, c'est des choses abordables qu'on peut tous faire et on voit tout de suite les résultats au jour le jour, si on est motivé de le faire, Petit à petit, à force de mettre en pratique les techniques comme le sort intérieur, les sons guérisseurs, l'orbite mycocosmique, ce sont les 3 pratiques de base, on peut quand même traverser même ces choses-là avec beaucoup plus de légèreté, de gratitude finalement. Et donc en fait, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler avec comme une matière alchimique, plus comme quelque chose auquel on doit se soumettre. Ne plus être victime. Mais oui. Et je pratique les sons guérisseurs et le sourire intérieur. Alors, orbite microcosmique, je n'ai pas encore vraiment intégré, mais les 2 premiers, je suis vraiment en intégration et ça me fait beaucoup de bien. Ok. Donc, c'est des pratiques qui m'ont vraiment inspirée à vouloir, du coup, me dédier à la mission de créer cette école, qui est une sacrée épreuve aussi, et une vraie mission pour faire connaître ces pratiques-là et les rendre de plus en plus abordables et accessibles pour des personnes d'aujourd'hui, des personnes modernes, et puis aussi beaucoup, je travaille principalement aussi avec des femmes, les femmes et les hommes, pour que... chacun puisse connecter avec ses propres ressources intérieures. Donc c'est vraiment le pourquoi j'ai créé cette école. Voilà, c'est juste pour finir là-dessus. Oui, et donc c'est vraiment abordable à tout le monde. Comment tu dirais au niveau du public? N'importe qui peut venir suivre soit un petit atelier en ligne ou un programme plus complet? Tout à fait, oui. C'est pour tous les âges, que ça peut être aux tout jeunes. Les enfants, ils adorent parce que c'est très ludique. Juste avant de mourir, des fois, on a des personnes très, très âgées aussi qui viennent parce que ça les amène un énorme soutien, d'une sérénité et aussi, ça, c'est assez radical que tout le monde qui vienne, ils voient tout de suite que leur vitalité... ils se transforment au fil, même en quelques heures, même en 2 heures de pratique, il y a un avant et un après. Donc, et même avec des outils très très simples, ils sentent bien la différence et ils abordent vraiment leur propre façon, en fait. C'est se connecter à nos propres capacités, à nous soutenir et à nous à rehausser notre taux de vitalité, en fait. Qu'on n'a pas besoin des choses qui viennent d'extérieur, on n'a pas besoin de ci, de ça, toutes ces choses que souvent les gens ils disent, pour avoir de la vitalité, il faut pouvoir faire ci, il faut pouvoir être comme ça, il faut acheter celle-ci, il faut écouter cette personne. Non, il y a des choses vraiment à la portée de soi-même
Et c'est ça, des fois c'est le plus dur au début, bien sûr, ça demande un certain engagement, hein, de se dire, ok, allez, je vais peler les couches. Comme pour tout, l'engagement, comme pour tout. Ouais, si on veut avoir des résultats, il y a un moment, voilà, il faut s'y mettre. Hein, mais voilà, c'est de prendre le temps de laisser dissoudre en fait tout ce qui nous empêche d'être en lien avec notre droit de naissance, avec cette source d'énergie qu'on a en fait pleinement à l'intérieur de soi, qui est là, comme un petit bijou caché à l'intérieur de nous. Voilà. Magnifique. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot de la fin ou peut-être, alors je ne sais pas, proposer une petite pratique en une petite minute, si c'est possible? Ah oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bah oui, petite souris intérieure, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, hein, et en quelques instants. Donc, si vous voulez bien, voilà, on va frotter nos mains, on chauffe nos mains juste pour éveiller leur champ énergétique, hein, et nettoyer un petit peu, hein, s'il y a des tensions dans les mains. Hein, vous frottez pour détendre vos mains. Et pour les relaxer et puis les réchauffer. Hein. Donc vous sentez que voilà, dès que vous frottez, hein, vous gardez vos mains proches l'une de l'autre juste pour sentir le lien entre vos mains, que peut-être ça vibre un petit peu, ça pétille un petit peu, hein, et que ça c'est votre énergie, hein, c'est votre champ magnétique que dégage votre corps. Hein. Et donc le simple fait de jouer un petit peu avec, comme une matière un peu cotonneux, hein, comme deux aimants qui s'attirent, qui se repoussent mutuellement. Hein, vous posez vos mains maintenant, elles sont toutes chaudes, ça picote peut-être un petit peu. Hein, vous les posez au niveau de votre visage, hein, et prenez un temps pour masser délicatement le point entre vos sourcils. Hein, on va frotter un tout petit peu, voilà, et juste caresser vos mains le long, hein, depuis le centre entre les sourcils, le long du front, les tempes, les pommettes, enfin voilà, tout l'étendue de votre visage. Et vous respirez. On va faire le tour de l'orbite des yeux pour activer les sinus, les ailes des narines, et sentir la respiration qui rentre par les narines et qui enivre les sinus, enivre tout l'espace autour de vos yeux. Et les yeux qui se adoucissent, qui se relaxent en arrière du cerveau. Ils se reposent momentanément. Et on va juste laisser nos mains ensuite descendre par la gorge. Vous faites quelques petits brossages à travers votre gorge, jusque dans votre cœur, pour activer par le toucher déjà le champ énergétique de votre cœur. Et puis passez un petit instant à spiraler vos mains autour de votre cœur. Et puis laissez descendre jusque dans votre ventre. Okay, donc ce simple petit brossage, ce petit reconnexion de dire bonjour à soi-même par le toucher, avec nos mains bienveillantes. Et juste rester là quelques instants, une main sur le cœur, l'autre main sur votre ventre. Continuez à sentir la chaleur, la douceur qui dégage de vos mains, qui se connecte avec la chaleur qui dégage de votre corps. Vous êtes vivant, donc forcément vous dégagez une chaleur douce. Voilà, une énergie très douce dans laquelle on va poser la respiration tranquillement. De juste observer les caresses de vos narines. Quand vous inspirez une filée d'air, et vous expirez jusque dans votre cœur, dans votre ventre, avec un petit son, le son HA, le son du cœur par exemple, comme un soupir. Voilà, c'est un son qui émane de la chaleur, de la lumière, de la bienveillance. Inspirez de la luminosité de tout ce qui est autour de vous, de la légèreté, de l'espace, à travers les narines, le point entre les sourcils, le troisième œil. Et vous expirez avec le son du cœur, à travers tout votre corps, pour vous déposer à l'intérieur de vous dans ce flux chaleureux qui respire, qui bouge à l'intérieur. Voilà, juste observez la sensation de la respiration qui vous caresse de l'intérieur, comme une brise. Ça vous remplit le cœur, ça vous remplit le ventre. Avec plus de légèreté,
plus d'espace, et vous posez dedans de façon très disponible, très bienveillante. Et juste prenez le temps de sentir le lien entre l'espace, entre le sourcil au niveau du troisième œil qui capte la luminosité, qui capte le souffle, une qualité souriante, bienveillante. Le regard de vos yeux qui se repose en arrière de votre cerveau de façon très réceptive, très accueillante. Vous connectez avec la chaleur, la douceur de votre cœur, de votre ventre qui accueille aussi votre cœur. Voilà. Et juste prenez quelques instants, restez là dans l'instant présent avec vous-même pleinement. Posez. Donc vous êtes à la fois en lien avec peut-être des inconforts, des choses qui peuvent remonter ou peut-être je sens rien. Voilà, il y a tout ça qui peut surgir dès qu'on se met en lien avec soi. Il y a forcément les difficultés qui peuvent remonter. Et en même temps, on va équilibrer avec le bienfait de prendre ce temps et juste être patient et de dire peut-être qu'il y a des choses difficiles qui peuvent remonter ou des sensations inconfortables, voire pas de sensations du tout. Au début, ça peut faire ça. Mais le simple fait de juste dire « Ok, j'accueille inconditionnellement, j'attends. J'attends et je laisse venir. » Comme un apprivoisement, quand on apprivoise une petite oiseau sauvage. Juste on le laisse là et on regarde sa beauté. Et on laisse venir. Parce que petit à petit, à force de juste se poser et se détendre tranquillement, le cœur va s'apaiser, le ventre va s'apaiser, la respiration va devenir de plus en plus posée, de plus en plus ample. Et on va commencer à percevoir les bienfaits, comme un sourire intérieur qui naisse de la chaleur, de la reconnexion avec soi-même. Une reconnaissance, de dire « Waouh, oui, merci de prendre ce temps de m'écouter. » Notre cœur, il est reconnaissant. Notre ventre, notre corps. Et toute notre énergie intérieure s'éveille et on se sent de plus en plus chaud et doux. Et plein d'amour, plein de gratitude. Et ça vient équilibrer tout le reste pour qu'on se sente de mieux en mieux chez soi. Voilà, une petite pratique que vous pouvez faire même au lit, sous la couette, au chaud, ou debout, ou dans la voiture en train de conduire. À tout moment, même, ça peut servir même si quelqu'un vous énerve sur le moment, vous dites « Ah !» Et puis hop, ok, allez, je pose mon regard dans mon cœur, je me dis « Ok, merci à la personne de me inviter à revenir en moi-même. » Et puis voilà, à force de le faire, ça va se roder en quelque sorte, ça devient de plus en plus naturel en fait. C'est le corps et notre cœur et notre esprit, ils ont l'habitude de faire ça en fait. Quand on est petit, quand on est bébé, on est déjà dans cet état d'ouverture totale. Donc il y a juste à se rappeler que c'est notre véritable connexion. Et ça, c'est un vrai outil qui peut vraiment nous aider dans la vie quotidienne pour revenir à notre véritable énergie. Et de faire la part des choses, de dire oui, la colère, l'énervement, les tristesses, tous les états d'âme par lesquels on peut passer, c'est pas vraiment nous. C'est juste de l'énergie qui est en train de bouger à travers nous. Et donc on met un peu de distance et on revient dans cet état-là où on est pleinement connecté à ce qui est bon pour nous. Et ça nous donne la force, en fait, de mieux faire la part des choses et de laisser les émotions négatives quelconques juste couler à la terre, juste, ok, ils nous racontent des choses et on écoute ce qu'ils ont à nous raconter, mais on ne va pas s'identifier. On s'identifie plutôt avec ce qui est bon pour soi, avec cette connexion profonde dans son cœur, dans son corps, et puis tout de suite... c'est comme un bâton magique en fait, et ça permet de vraiment déjouer beaucoup de difficultés.
Merci Aïcha. Ça nous montre notre capacité d'autorégulation. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot de la fin, peut-être en 2-3 mots? Qu'est-ce qui te viendrait là dans ton inspiration qui est toujours là? Elle est toujours prête à jaillir. Tout à fait. Mais oui, mais c'est que pour moi c'est la chose le plus importante, c'est de vous rappeler que vous avez toutes les ressources en vous, hein, et de vraiment célébrer ça, célébrer que la source de la vie, si vous êtes vivante, vous avez la vie en vous, forcément. Donc, cette étincelle, c'est juste à cultiver chaque jour, chaque instant, dès que vous pouvez, pensez à ça. Et donc, si on fait tout ça de façon collective, sur le plan de la planète aussi, pensez que voilà, vous n'êtes pas seuls, on est tous reliés à la même source, et que si on se connecte chacune régulièrement à cette source en nous, on est forcément relié avec la source de tous les autres sur la planète, et donc collectivement, on va rehausser le taux vibratoire sur la planète, et qu'on a vraiment besoin actuellement, tous d'œuvrer dans ce sens-là pour équilibrer tout ce qui se passe. Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur, pour vraiment transformer et améliorer tout ce qui a tendance à tourner vers le bas, à peser vers le bas. Enfin, il y a tellement d'ombre, tellement de violence, et avec toutes les guerres, et enfin toute la, on va dire la bêtise humaine qui va vraiment droit dans le mur, quoi. Donc il y a une part de la société qui est comme ça, mais donc pour faire le contrepoids, c'est très important que chaque individu en lui-même fasse vraiment cette reconnexion pour qu'on améliore le monde collectivement, ensemble. Au boulot. Merci Aïcha. À bientôt. On se retrouvera peut-être cet été pour un podcast sur le Tao de la femme. Oh, merci beaucoup Anne, c'était un grand plaisir. Ben oui, ça m'a fait beaucoup plaisir de partager déjà qu'est-ce que c'est le Tao et comment on peut booster sa vitalité rien qu'en se reconnectant à sa propre source. Et donc bien sûr, oui, par la suite, le Tao de la femme, le Tao de l'homme, enfin toutes ces questions-là, c'est aussi des trésors merveilleux qu'on peut découvrir. Merci beaucoup Anne pour ton accueil. Merci. Et donc je mettrai le site de l'école du Tao de la vitalité sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime sous la vidéo et à partager aux personnes à qui ce podcast peut être utile.